Monsieur le Président de la République tunisienne, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, mes chers collègues, Monsieur le Président de la République tunisienne, soyez le bienvenu dans la maison du peuple français, soyez le bienvenu et à travers vous, l'ensemble du peuple tunisien, dans cette maison, là où tout a commencé et là où tout recommence chaque jour lorsque siège la représentation nationale et que se forgent les grandes lois de la France. Monsieur le Président, au nom de tout ce que vous représentez, vous êtes ici chez vous. Votre présence, ici, dans cet hémicycle, signifie beaucoup pour la France. Nous avons tant à célébrer. Nous tenons d'abord à célébrer cet amour réciproque entre nos deux pays, au-delà de quelques députés que nous sommes ici à partager une naissance en Tunisie, au-delà même du symbole qui veut que parmi les 12 présidents de l'Assemblée nationale élus sous la Ve République, un de droite, un de gauche, soient nés à Tunis, au-delà de tout cela, chacun d'entre nous entretient un lien charnel avec votre pays, la Tunisie, dont nous connaissons toute la richesse, tous les atouts, toutes les espérances, dont nous mesurons aussi toute la complexité, tous les tiraillements identitaires, ce subtil alliage, cet équilibre délicat entre attachement à la tradition et goût de la modernité. Amour réciproque, disais-je. Affection mutuelle, car vous-même, Monsieur le Président, entretenez un lien fort avec la France où vous avez effectué vos études, où vous avez trouvé refuge aussi 10 ans durant, à une époque où vos convictions démocrates, votre foi dans les droits de l'homme ne faisait pas de vous le bienvenu aux yeux du régime tombé à la faveur de la révolution tunisienne. Car, à travers votre présence, Monsieur le Président, nous célébrons aussi les droits de l'homme, non pas comme un objet mémoriel ou un souvenir ému, plutôt comme un instrument d'avenir, une œuvre à jamais inachevée. Oui, la représentation nationale s'honore de la présence dans son hémicycle d'un infatigable militant des droits de l'homme. La France, patrie qui les a vus naître, connaît et reconnaît votre engagement constant pour la liberté et la démocratie en Tunisie et dans le monde arabe. Durant de longues années, vous avez lutté pour l'indépendance de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Vous avez combattu sans relâche le despotisme d'hier au nom de quelques idées fortes, la liberté de disposer de son esprit et de sa parole, le droit de chacun à une égale dignité. Fondamentalement, Monsieur le Président de la République tunisienne, votre inspiration, c'est qu'une société ne doit jamais prendre les choses de l'ordre pour l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs au nom de cette inspiration que nous célébrons enfin avec vous un événement qui aura durablement modifié la face du monde et conféré au peuple tunisien la fierté d'avoir été l'avant-garde. Monsieur le Président, il y a des paroles qui comptent dans l'histoire. Il y a des paroles qui font l'histoire. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Dégage! C'est par ces mots prononcés à plus de 2 siècles d'intervalle que sont devenues possibles et inéluctables la Révolution française et la Révolution tunisienne. Oui, c'est en Tunisie que le printemps arabe est né. Les Tunisiens, en se soulevant contre la tyrannie, ont démontré l'universalité des valeurs de la démocratie
et le mouvement lancé par la Tunisie a modifié en profondeur le monde arabe et la rive sud de la Méditerranée. Au nom de tout cela, Monsieur le Président, la représentation nationale vous adresse aujourd'hui 3 messages. D'abord, l'expression de notre confiance. Depuis le 17 décembre 2010 et la flamme qui alluma la révolution, la Tunisie fait face à son destin. Sa réussite est pour nous un enjeu crucial. Nous sommes confiants dans la capacité du peuple tunisien, car nous croyons en sa maturité. Il a toute la lucidité et toutes les ressources pour faire de la table rase d'hier, non pas un champ de ruines, mais une terre où pousse le droit, le progrès social, les perspectives pour la jeunesse et le vivre ensemble. Le deuxième message, c'est qu'islam et démocratie peuvent se conjuguer. C'est qu'islam et démocratie doivent se conjuguer. La Tunisie est aujourd'hui engagée dans cette voie originale, comme vous, Monsieur le Président, et comme pour tout autre pays au monde. La France est et restera vigilante quant au respect des principes démocratiques, de la liberté d'expression et des droits des femmes. Le troisième message, c'est la clarté quant à notre vision de la relation qui lie nos deux pays. Votre visite donne aux députés français l'occasion de vous dire tout le prix que nous attachons à l'amitié franco-tunisienne. Cette amitié, nous aurons à cœur de la renforcer dans le cadre d'un partenariat équilibré entre deux États frères, entre deux États souverains. Cette proximité est une formidable opportunité et nous aurons beaucoup à faire ensemble, notamment en Méditerranée et sur le continent africain. La France souhaite travailler avec la Tunisie pour enrichir ce partenariat dans tous les domaines. Monsieur le Président, avant de vous céder la parole, permettez-moi de vous narrer très brièvement un souvenir récent. Il y a quelques années, comme député de Seine-Saint-Denis, je recevais dans mon bureau une jeune femme, professeure de philosophie et metteur en scène. Elle me décrivait alors le choix qu'elle avait fait de n'enseigner sa discipline qu'auprès de jeunes vivant dans des quartiers populaires pour leur donner les clés de la liberté. Elle me convainquait aussi de la pertinence de son projet artistique, parce qu'il devait permettre à ces mêmes jeunes d'accéder au théâtre et plus largement aux choses de la culture pour leur donner les clés de la créativité. Monsieur le Président, cette jeune femme, vous la connaissez très bien. En plus d'être votre fille Myriam, elle est le visage de la Tunisie que vous promouvez, une Tunisie jeune, une Tunisie libre, une Tunisie qui sait parfaitement d'où elle vient pour déterminer sereinement et souverainement où elle va. Cette Tunisie, la France est à ses côtés comme partenaire et comme ami. Je vous cède maintenant la parole, cher Monsef Marzouki, président de la République tunisienne. Monsieur le Président, et j'aimerais dire aussi mon cher compatriote, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les députés, chers amis, si je suis en mesure de m'adresser aujourd'hui devant votre Assemblée, je le dois d'abord évidemment au soulèvement de notre peuple, de sa jeunesse, au sang des martyrs et des blessés de la Révolution, mais je sais, et tous les Tunisiens le savent comme moi, que je le dois aussi en partie à la solidarité et à la générosité de la France, amie, restée fidèle à elle-même. Obnubilée par des intérêts immédiats, une fraction de la France officielle a soutenu la dictature qui nous a opprimés, aussi bien directement qu'indirectement, mais la part majeure, la part essentielle de la France des élus locaux, celle des partis et des syndicats, des organisations de la société civile, la France des médias, la France des intellectuels et des artistes, la France des simples citoyens, la France qui m'a donné asile, ainsi qu'à de nombreux Tunisiens. Cette France que nous aimons et respectons, cette France-là ne nous a jamais fait défaut, elle nous a soutenus autant qu'elle le pouvait et accompagnés aussi loin que possible jusqu'à la chute du tyran. À cette France, à la France, à vous tous, le devoir de reconnaissance me commande d'exprimer ici ma gratitude et mon affection. Mesdames et Messieurs, au nom de mes compatriotes, je dois vous dire la fierté du peuple tunisien, sa fierté de construire les fondations d'un régime et d'une société démocratique chaque jour plus solide. Sa fierté, mais aussi sa confiance en un processus difficile mais inéluctable. L'Assemblée constituante est au travail, l'espace public s'organise, la parole est enfin libérée. Après avoir ouvert la voie aux révolutions arabes, la Tunisie saura, j'en suis sûr, être un modèle de réussite démocratique. Notre révolution a suscité en France, comme dans le monde entier, de la surprise, de l'admiration, mais aussi des inquiétudes, des questions, des doutes. Mon devoir est de vous apporter les réponses aux questions que beaucoup d'amis se posent, et ils se les posent avec sincérité, l'inquiétude qu'on éprouve face à des amis qu'on voit en difficulté, et c'est en tant qu'ami que je voudrais y répondre. Alors la question qu'on me pose souvent, est-ce que la Tunisie est tombée dans l'escarcelle de l'islamisme? La réponse est non. La Tunisie est tombée dans l'escarcelle de la démocratie. Nous avons organisé le 23 octobre dernier des élections libres et transparentes. Les Tunisiens ont fait la queue pendant des heures sous le soleil brûlant pour exprimer leur vote. Nul n'a contesté le résultat. Sur les 217 sièges à l'Assemblée constituante, le peuple en a concédé 89 au parti islamiste Ennahda, qui a ainsi emporté le plus grand nombre de sièges, mais pas la majorité. Et quand bien même, de la même façon qu'il existe en Occident, en Allemagne et en Italie, des partis chrétiens-démocrates, et il y a et il y aura dans le monde arabe de plus en plus des partis islamo-démocrates, dont Ennahda n'est que le prototype tunisien. On oublie que l'islamisme est un spectre qui va d'Erdogan aux talibans. En Tunisie, nous avons la chance d'avoir la partie centrale de ce spectre, et Ennahda a adhéré à la démocratie. Certains disent par tactique, d'autres, comme moi-même, disent par conviction. De toutes les façons, personne n'a la science infuse et c'est l'avenir qui démontrera qui a eu raison dans sa méfiance ou dans sa confiance. Et de toutes les façons, l'adhésion d'une partie de l'islamisme à la démocratie, qu'elle soit affectée ou qu'elle soit sincère, ne signe-t-elle pas le triomphe de la démocratie, puisque c'est la force de la démocratie d'avoir pu apprivoiser et intégrer des forces qui lui étaient au départ hostiles. On me pose souvent la question aussi, les droits de l'homme, notamment la liberté de création, sont-ils menacés? Oui, bien sûr, ils le sont, comme partout dans le monde. La protection et la promotion des libertés privées et publiques est un combat de tous les jours, de tous les instants. C'est un combat perpétuellement perdu et perpétuellement gagné. Des dérapages, comme les dérapages salafistes, il y en a eu et il y en aura. Oui, la Tunisie, comme en France, comme dans tous les pays d'Europe, on débat aussi pour savoir où doit s'arrêter la liberté des uns pour que commence la liberté des autres. Faut-il nécessairement, pour se dire libre et vivant dans un pays libre, prendre le droit de heurter l'autre dans ses convictions et de le blesser dans ce qui lui est le plus cher?
C'est un débat qui est dans toutes les sociétés et notre Tunisie ne peut pas y échapper et c'est un signe de maturité, c'est un signe de bonne santé que ce débat ait lieu. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Dans un pays qui a vécu les pires violations des droits de l'homme durant les dernières décennies, la rupture avec le passé est spectaculaire. L'une de mes premières décisions a été de commuer la peine de 220 condamnés à mort. La Tunisie est un pays abolitionniste de facto. Je l'espère qu'un jour il le deviendra de juré. Plus de 10 000 personnes ont été élargies. La sordide prison de Borj el-Roumi a été fermée et sera transformée en musée. Jamais les médias n'ont été aussi libres. Le gouvernement et moi-même en faisant les frais quotidiennement. Je n'arrête pas de répéter à mes collaborateurs, outrés par la férocité et l'injustice de certaines attaques, que je préfère les pires effets pervers de la liberté de la presse à son muselement, devenu fort heureusement impossible. Qu'il s'agisse des droits de l'homme de façon générale et des droits de la femme en particulier, j'ai toujours signifié à mes partenaires d'ENADA qu'il s'agissait de lignes rouges. L'atteinte au droit d'asile qui a déclenché la dernière crise en Tunisie était justement la démonstration de ma détermination à défendre ces droits et à ne pas autoriser que ces lignes soient jamais dépassées. J'en arrive ici à la plus délicate question que me posent sans cesse mes amis. L'alliance de démocrates laïcs avec des islamistes relève-t-elle de l'opportunisme politique ou de la naïveté? La réponse est simple, ni de l'un ni de l'autre, mais d'une longue histoire commune, d'un pari sur l'avenir. Longtemps, les deux forces laïques et islamistes se sont affrontées sans merci, ne parvenant même pas à avoir un langage commun. Mais le bon sens a fini par l'emporter, et le rapprochement entre les frères ennemis, devenu possible, entre autres parties grâce à la dictature, grâce à la répression féroce qui a mis tout le monde dans le même sac. Les expériences vécues ensemble ont donc rapproché les uns et les autres. Et ils ont amené un combat contre la dictature qui a commencé déjà longtemps avant la signature de ce pacte de gouvernement en 2003, en 2006. Une longue maturation a permis justement la constitution de cette troïka qui aujourd'hui gouverne la Tunisie. Donc cette troïka est tout sauf un rassemblement hétéroclite qui s'est constitué pour des raisons politiciennes. C'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui s'est constitué sous la dictature, dans la lutte pour les droits, pour la deuxième indépendance, pour la démocratie, pour les droits de l'homme, et quelque chose, on est resté dans les cœurs et dans les esprits. Nous avons pu effectivement mettre en place des techniques de travail en commun, et ceci nous a permis aujourd'hui d'affronter les difficultés qu'on rencontre la Tunisie ensemble. Nous avons préféré cette solution, donc, de la composition d'une unité nationale autour de cette troïka plutôt que de rentrer dans un affrontement stérile et dangereux. Parce que des élites séparées par la culture d'appartenance, c'est une société fracturée. C'est un pays retourné contre lui-même. Il n'y a pas de progrès durable dans ces conditions, ni de démocratie stabilisée et apaisée. Nous avons donc fait le pari de travailler ensemble, au centre, pour pouvoir mener ce pays à bien, pour que tous les Tunisiens se reconnaissent dans un gouvernement où les deux fractions de la société, la fraction conservatrice et la fraction moderniste, puissent se reconnaître et se retrouver. C'est la raison pour laquelle cette expérience, mesdames et messieurs les députés, est regardée dans le monde arabe avec beaucoup de sympathie et regardée avec énormément de respect. Je reviens du Caire, où j'ai fait une visite qui était une visite extrêmement intéressante parce que j'ai pu parler avec tous les acteurs égyptiens et tous sont en train de dire « mais comment vous avez fait, vous, les Tunisiens, pour dépasser justement ces confrontations idéologiques stériles pour apprendre à travailler ensemble ?» Et cette révolution qui est la nôtre est en train de devenir un exemple pour tout le monde arabe. Nous en sommes conscients, nous en sommes fiers et nous savons que la responsabilité est d'autant plus grande. Nous devons réussir cette expérience en Tunisie parce que si elle réussit, tout le monde arabe sera encouragé et peut-être que notre façon de faire, notre façon de procéder, pacifique, organisée, la recherche de consensus permanent, le rejet, le refus des affrontements idéologiques stériles, tout cela, si ça peut faire école, aidera grandement à la pacification de toute cette partie qui s'appelle le monde arabe.
Mesdames et messieurs, j'en arrive ici aux questions de politique étrangère qui nous sont communes, toutes ces préoccupations qui nous sont communes. La Tunisie, comme vous le savez, relève de 3 sphères d'appartenance simultanées, la sphère maghrébine, la sphère africaine et ensuite la sphère euro-méditerranéenne. Il est important pour nous de travailler et d'être bien dans ces 3 espaces. Nous voulons développer évidemment nos relations avec le Maghreb, nous voulons développer évidemment notre relation avec l'espace africain, mais nous voulons absolument promouvoir, développer, renforcer nos rapports avec l'Europe et notamment avec la France, qui est notre porte d'entrée dans cette Europe et avec qui nous avons tellement de liens. Nous allons essayer tout d'abord d'œuvrer pour la construction du Maghreb, parce que les 5 pays ont tellement de points en commun et que la construction du Maghreb est une nécessité pour nos pays. Imaginez la mise en place d'un marché commun de 100 millions d'habitants, garantissant la libre circulation des biens et services, des capitaux et de la main-d'œuvre. Imaginez la formidable accélération du développement. Imaginez les opportunités inédites d'affaires et d'investissement qu'une telle mise en place apporterait. Évidemment, dans le nouvel espace intégré, où le renforcement des échanges internes serait naturellement encouragé et privilégié, la part de la France et de l'Europe risque de baisser. Mais la baisse ne serait que relative. Il ne s'agirait que d'une baisse en pourcentage, en volume absolu d'échanges, et c'est ça qui compte. Cette part connaîtra aussi une très forte expansion. Un sommet maghrébin doit se tenir à Tunis en octobre prochain. Nous attendons beaucoup et d'abord le lancement effectif du projet que je viens de décrire. Le deuxième axe de notre déploiement diplomatique concerne l'Afrique et tout spécialement les pays du Sahel, Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso et Sénégal. Nous avons en commun d'être tous riverains du Sahara et au-delà de la stricte nécessité économique et politique, nous avons des motifs sérieux et urgents de vouloir bâtir un partenariat solide entre le Maghreb et notre voisinage africain immédiat. Ces motifs concernent aussi bien l'environnement que la sécurité. Chaque année, l'avancée du désert engloutit des millions d'hectares de terres arables et les rend impropres à la culture. Dans le même temps, le Sahara est devenu le refuge de bandes nombreuses de malfaiteurs spécialisés dans le trafic d'armes et de stupéfiants et subsidiairement dans le terrorisme. Ces 2 fléaux, naturels et humains, ne peuvent pas être combattus à l'échelle d'un seul pays. Leur réduction exige la coopération de tous les pays concernés et elle exige une coopération vigoureuse et de longue durée. Nos partenaires maghrébins et africains sont conscients du danger. Nous aurons l'occasion d'en parler lors d'un sommet à Tunis et nous aurons sans doute à envisager des initiatives communes dans cette direction. Ce partenariat transsaharien intéresse directement la France et l'Europe et nous estimons qu'elles auraient avantage à le soutenir et à l'épauler. La population totale de l'Afrique approchera les 2 milliards d'individus dans 30 ans. Avec le différentiel de revenus qui sépare aujourd'hui nos 2 continents, le risque est réel d'une perte totale du contrôle dans la gestion des flux migratoires clandestins. En favorisant l'implantation d'une vaste zone de prospérité et de développement au Sahel et au Maghreb, l'Europe et la France serviraient leurs propres intérêts en dernière analyse. Cette zone se transformerait en une sorte de sas, réduisant à la source une bonne partie des mouvements illégaux de population. Troisième volet du redéploiement diplomatique, les relations directes avec la France et l'Europe. Nous n'entendons pas mettre en cause nos rapports traditionnels. Au contraire, nous envisageons de les multiplier, de les consolider, de les raffermir. Pour nous, il n'est pas question de lâcher la proie pour l'ombre. Pour nous, la diversification de nos rapports avec d'autres partenaires ne doit jamais faire oublier que nous sommes arrimés à cette zone euro-méditerranéenne et que notre avenir est dans cette zone-là. Je voudrais rappeler que le capitalisme mondialisé est devenu actuellement dévastateur parce qu'il s'est affranchi de toute règle et de toute limite. Il est devenu nécessaire de protéger nos économies et nos sociétés contre ces dérives. Cette nécessité est de plus en plus présente dans le débat public des 2 côtés de la Méditerranée. Il est temps que nous travaillions ensemble justement à cette reprise du contrôle de notre destin collectif et de ne pas l'abandonner aux forces aveugles du marché. Mesdames et messieurs les députés, par les liens culturels que nous voulons absolument raffermir, promouvoir et protéger, par les liens économiques, par les liens affectifs,
parce que donne la France, parce que ce que donne à la France notre laborieuse et courageuse communauté tunisienne, parce qu'elle en reçoit. Les relations entre la France et la Tunisie étaient déjà si denses, si fortes et si ancrées dans les cœurs et les esprits que les changements politiques dans nos deux pays ne pouvaient les affecter que de façon superficielle. Mais maintenant que la Tunisie a rejoint enfin le club des pays démocratiques, club fondé en ce lieu auguste, et ici j'aimerais vous faire remarquer que la révolution tunisienne n'aurait probablement jamais pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu cet écho de la révolution française partie en ces lieux. Et nous sommes, nous, les hommes de ma génération, les hommes et les femmes de ma génération, fiers d'avoir été les véhicules de ces idées et de ces idéaux de la révolution française pour les amener en lieu et place de la révolution tunisienne. Oui, maintenant que la Tunisie a rejoint le club des pays démocratiques, les relations entre nos deux pays ne peuvent que s'en trouver facilitées. Parce que je suis convaincu que vous ferez tout pour que nous puissions, nous, Tunisiens et Français, Arabes et Européens, avancer plus vite et ensemble dans la même direction. Je vous dis encore une fois, au nom de la Tunisie et au nom de sa révolution, notre affection, notre gratitude et nos plus profonds remerciements. Merci à vous tous. Monsieur le Président de la République tunisienne, au nom de toute l'Assemblée nationale, je vous remercie de votre intervention. Je vais maintenant suspendre la séance pour une dizaine de minutes et vous raccompagner à l'hôtel de l'Assé. J'invite, mesdames et messieurs les députés qui le souhaiteraient, à nous rejoindre dans la galerie des fêtes pour la conclusion de cette réception. La séance est suspendue.